Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième conférence plénière du salon All for Customer Paris, édition 2025. Mon nom est Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog Sens du client et le co-organisateur des conférences plénières du salon. Nous allons ensemble pendant une heure débattre d'un très bon sujet. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. D'ailleurs, comme vous le voyez sur les bandeaux affichés sur les écrans de part et d'autre de la scène, si vous envoyez une question au 06 44 64 37 39 ou depuis l'application Livey, toutes les questions arriveront ici directement sur la tablette qui se trouve sous mes yeux et je les afficherai. On prendra 10 minutes, un quart d'heure à la fin de ces échanges pour prendre vos questions. Alors le thème qu'on va aborder est monitoring, mesure client, l'écoute de nouvelle génération, un peu en écho à ce que j'avais pu publier sur mon blog chaque année depuis maintenant 15 ans. Je publie un exercice de tendance chaque année en essayant de trouver un qualificatif pour le client. Le client sera 3 petits points. Et j'avais trouvé un qualificatif pour une de mes tendances 2025, le client sera silencieux. Et pour ça, je m'étais appuyé sur un certain nombre d'études, dont une qui est que 60% des professionnels constatent une baisse des taux de retour des enquêtes clients, un phénomène qui s'explique par ce qu'on nomme la survey fatigue. On va commencer par un sondage. Levez la main, je m'adresse à tous les professionnels de l'expérience client, de la relation client. Tous celles et ceux qui font des études de satisfaction, levez la main si vous constatez une baisse des taux de retour de vos enquêtes de satisfaction, pour voir si la proportion est à peu près la même. On a allez, un bon 10, 15, 20, peut-être 20% de la salle qui ne déclare effectivement constater une baisse des taux de retour. Alors Qualtrics, que vous connaissez, dans son rapport sur les tendances de la consommation en 2025, et en 2024, 2 années de suite, a révélé un certain nombre de chiffres, dont le premier, qui est que le partage direct de l'avis du client avec l'entreprise, qui pèse environ 32% du total déclaré, a baissé de 8 points. La publication sur les réseaux sociaux, qui pèse 16% du volume des avis déclarés, si je puis dire, baisse de 7 points. La conversation avec les amis ou la famille, donc le bouche à oreille direct qui est à 45% du total, baisse de 5 points. Le commentaire ou l'avis sur un site d'avis tiers qui pèse 22%, baisse de 4 points. Et le silence, si on peut dire, c'est-à-dire la part de clients qui n'en ont pas parlé, c'est-à-dire 24% des répondants, est en hausse de 6 points. Donc de quoi me faire dire sur mon biais de tendance que le client devient silencieux. Alors on ne va pas parler uniquement de sollicitation client ni de mesure de la satisfaction, mais on va parler aussi de mesures passives, c'est-à-dire de monitoring de la relation client, avec 3 professionnels de 3 secteurs différents, la banque, l'immobilier et l'automobile. Et je vais tout de suite commencer par notre premier invité, mon voisin de gauche, qui est Raphaël Krivine, qui est directeur de la relation client et distributeur chez AXA Bank. Alors tout d'abord, Raphaël, toutes mes félicitations, parce que ce matin, il y avait dans la première plénière le directeur de la relation client de l'année, qui est le directeur de la relation client de Decathlon, et cet après-midi, nous avons la personnalité client de l'année 2024, élue lors de la dernière édition des CX Awards. Donc félicitations pour ça. D'ailleurs, la prochaine aura lieu le 17 juin prochain. On va commencer peut-être par des présentations, une présentation personnelle et puis une présentation d'AXA Bank, Raphaël. Bonjour à tous. Je vais le faire du plus grand au plus petit. Donc, je fais partie du groupe AXA. Le groupe AXA, c'est un leader mondial de l'assurance, boîte du CAC 40. Et donc ça veut dire que nos chiffres ont été publiés, c'est 8 milliards de résultats, 110 milliards de chiffre d'affaires, voilà, 150 000 personnes, des dizaines et des dizaines de millions de clients. On est présent dans 50 pays. Au sein du groupe AXA, il y a AXA France, c'est un peu ce qu'on appelle chez nous le vaisseau amiral du groupe. Tout est parti de la France avec le fondateur, avec Claude Bébéard. Et AXA France, en gros, c'est, allez, on dirait 25%
que ce soit du bénéfice, du chiffre d'affaires, du nombre de personnes, etc. Et au sein d'AXA France, que vous pouvez repérer facilement dans la rue, puisqu'on a des milliers de distributeurs, nos fameux agents généraux, qui sont très 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 proches des clients, à l'écoute des clients, parce qu'on est beaucoup sur un modèle B2B2C finalement, AXA. Et donc au sein d'AXA France, il y a une filiale qui s'appelle AXA Bank. AXA fait aussi de la banque, et notre mission à AXA Bank, c'est de fidéliser, de multi-équiper des clients assurés chez AXA en les équipant en produits bancaires comme le crédit immobilier par exemple, le compte à terme, des comptes courants, etc. Et donc je suis au sein d'AXA Bank, directeur relations clients et distributeurs depuis un certain nombre d'années. Moi ça fait fort longtemps que je travaille dans l'expérience client, et l'expérience client à distance, puisque j'ai commencé au siècle dernier en étant développeur Minitel, ça n'existe plus, mais c'était bien déjà le self-care client bancaire, et donc j'ai alterné entre des postes plutôt de business développement, de lancement d'offres, et des postes de pilotage de direction de service client. J'ose pas le dire, mais moi aussi j'ai travaillé sur le 3613, la Camif, voilà. en 1990. Voilà. Et je vais faire mes 30 secondes de pub perso. Donc, j'écris de temps en temps des tribunes en relation client. Tu sais, c'était Martin Fluxa, et puis j'essaye d'avoir une newsletter, mais beaucoup moins lue que la tienne, qui s'appelle Management Shot, que j'essaie de faire paraître les samedis matins, quand le vendredi soir je m'ennuie. Donc, c'est pas tous les jours. Merci, c'est vrai, c'est un excellent contenu. On va passer à un autre secteur d'activité, celui de l'immobilier. Avec Diaryetou Bénard, vous êtes directrice qualité et relations clients chez ICAD. Alors je vous invite vous aussi peut-être à vous présenter et nous présenter votre entreprise. Oui, bonjour à tous, Diaryetou Bénard. Alors moi, j'ai commencé ma carrière dans la fonction achat, puisque je suis diplômée d'un MBA achat, distribution et relations clients, et j'ai exercé cette fonction pendant une dizaine d'années chez Veolia, chez Bouygues Construction, et j'ai intégré le groupe ICAD en février 2020 en tant que responsable achat, où j'ai pu accompagner les équipes commerciales, marketing, dans l'identification de solutions digitales à destination de nos clients, donc des configurateurs 3D, de la maquette 3D pour que nos clients puissent se projeter dans leur futur logement. Et donc c'est tout naturellement que l'appétence pour les sujets relations clients, expérience client s'est révélée. Et donc au 1er janvier 2023, j'ai pris en charge la direction qualité et expérience client au sein d'ICAD Promotion. Et donc, ICAD est une filiale de la Caisse des dépôts. C'est un opérateur à la fois intégré, puisqu'on est à la fois investisseur, mais également promoteur, au travers de 2 métiers complémentaires que sont la foncière tertiaire. Donc, ça représente 40 actifs en France métropolitaine et c'est 700 clients locataires. Et on a également l'activité promotion immobilière et c'est 5300 logements par an. Et donc, notre ambition, c'est vraiment de bâtir la ville de 2050. Donc, on est vraiment sur construire la ville sur la ville au travers de projets emblématiques comme le village des athlètes, où on reconvertit le village des athlètes en logement, ou la reconversion de bâtiments également en logement, et la requalification notamment des entrées de ville. Merci beaucoup, Diaryetou. Alors, je vais me tourner vers Christelle Macaire. Vous êtes chef de service CRM et voix du client chez Toyota. Toyota est une des marques automobiles les plus récompensées d'après mes calculs, parce que j'aime faire le prix des prix chaque année sur mon blog. Un bon vieux tableau Excel avec toutes les récompenses de toutes les entreprises. Il y a environ à peu près 90 entreprises différentes qui chaque année sont récompensées dans le domaine de la relation client par divers prix. Et Toyota fait partie du top 3 dans les 10 dernières années dans le domaine de la relation client en France. Alors, est-ce que vous pourriez tout de même nous présenter ce constructeur automobile et aussi vous présenter? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Christelle Macaire. J'ai débuté ma carrière chez Lexus, la marque haut de gamme de Toyota, où j'ai été biberonnée finalement à la culture client, mais aussi à la philosophie japonaise. Et donc tout naturellement, depuis maintenant 6 ans, j'ai repris la partie CRM, où on y a intégré depuis maintenant 1 an et demi la voix du client pour faire du sens et pour avoir
la vue 360 du client. Pour vous parler un petit peu de Toyota, donc Toyota c'est le premier constructeur mondial qui du coup en France est la première marque importée, mais également avec 8% pardon, de part de marché. Toyota en France, c'est beaucoup plus petit, c'est 350 collaborateurs, incluant donc Toyota Financement, notre captive, Toyota Assurance et Kinto Mobilité. C'est également un réseau de distribution de plus de 300 points de vente partout en France, avec un réseau 100% indépendant. Et c'est un point important. Et on a une démarche qui est de production locale, puisque aujourd'hui, on a une usine de production qui produit la Yaris et la Yaris Cross, qui est d'ailleurs le véhicule le plus produit en France, où on emploie plus de 5000 collaborateurs. Et on a également un centre de design européen qui est dans le sud de la France, qui est un centre de design à Sophia Antipolis. Donc c'est un peu le cocorico. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle du coup de Toyota, forcément on parle de culture japonaise, et la culture japonaise, clairement c'est de la culture client, la culture du produit, mais également du service. Nous, ce qu'on propose du coup, c'est un produit qui répondent à tous les clients, qui soient multitechnologie. Et quand je parle de multitechnologie, en fait je parle bien sûr de l'hybride, mais aussi également du plug-in hybride, de l'électrique et de l'hydrogène. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Toyota. Merci pour cette présentation. À force de faire des calculs sur la satisfaction client, j'ai fini par m'acheter une Yaris hybride et tout se passe bien. Une caractéristique de Toyota à remarquer quand même, et qui me semble exceptionnelle, c'est que la responsable de l'expérience client pendant des années est devenue DRH de Toyota. Ouais. Voilà, le parcours qui illustre parfaitement votre volonté d'équilibrer l'expérience client et l'expérience collaborateur. On salue Hélène Vérap qui était il y a quelques années ici sur scène. Alors, merci à vous trois pour cette présentation qui va permettre aux personnes de la salle d'un peu mieux vous connaître. On va commencer cette table ronde par une première question à Raphaël Krivine d'AXA Bank. C'est quoi votre stratégie d'écoute au sein d'AXA Bank ? Alors, elle est multiple, je pense, comme dans chez pas mal d'entre nous. Il y a les études qui sont plus, finalement, orientées marketing. Donc, c'est le NPS, ça ne surprendra personne. On était troisième dans le dernier point d'étape qu'on a pu faire. C'est des ICF, des Instant Customer Survey, donc après une interaction téléphonique ou par message via la messagerie. C'est des enquêtes à chaud, c'est ça? Des enquêtes à chaud, effectivement. Et puis des CXC qui sont plus des enquêtes par rapport à des parcours. Donc ça, c'est vraiment la partie plus marketing qui vient évidemment irriguer toute l'entreprise. Et puis la deuxième dimension, et donc ça c'est aussi mon job en tant que manager opérationnel, c'est les écoutes pour coacher, faire progresser les équipes. Donc c'est à la fois les écoutes pratiquées par les managers eux-mêmes et des écoutes que nous, on externalise pour ajouter une dimension d'objectivité, parce que ça contribue aussi à la notation des conseillers. Et sur ces sujets-là, évidemment, là, on va bientôt démarrer un POC de Speech Analytics. Donc ça, c'est AXA Bank, mais je vais parler aussi de la dimension du sujet côté AXA France, où on retrouve pareil cette dimension plus marketing, où là, je ne sais pas ce qu'on va faire de dire, je n'aurai pas la vision complète de tout ce qu'on peut faire dans le groupe, mais on retrouve bien toutes ces études plutôt qualité, qui sont d'ailleurs travaillées par des qualiticiens, et puis toute la partie opérationnel avec le management, où là, ça fait un petit bout de temps déjà qu'on a déployé des solutions de speech analytics pour catégoriser, mesurer l'émotion du client. Et puis après, il y a une troisième dimension qui est plus de l'ordre de la stratégie globale d'entreprise, pour répondre à ta question. Ça fait partie des objectifs d'ailleurs des dirigeants d'AXA France, c'est on souhaite être l'assureur choisi par ses clients, et donc la dimension écoute, je dirais, elle est placée très très haut, et on a lancé en janvier, et ça cartonne, une Customer Room, hein, c'est une expérience immersive où on va dans des petites salles, je dirais que ça ressemble un peu à un escape game quand on rentre dans cet ensemble. Je ne sais pas si tu as l'occasion de visiter. J'ai vu Anne Barret tout à l'heure, qui est responsable de la culture client d'AXA. Est-ce qu'elle est dans la salle avec nous?
Non, mais elle était là tout à l'heure. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut se mettre à la place d'un client avec de la réalité virtuelle. Ça permet aussi de faire des écoutes d'un vrai client. On se met sur un PC et on voit la notation. Enfin, ça peut faire même pas mal de choses. Et donc, c'est à la fois intéressant pour un manager d'amener son équipe lors d'un team building. Et puis aussi les nouveaux entrants, ceux qui arrivent chaque ça, eh bien, ils passeront par là. Et donc, je trouve qu'en termes de culture, c'est le pensons client. Hein, c'est cette stratégie basée sur des attitudes relationnelles que sont l'écoute, l'engagement, l'orientation solution. Et je trouve que ça vient positionner l'écoute en valeur stratégique, en valeur de l'entreprise. Merci de le rappeler et de planter le décor, si je puis dire. Alors, Dirietou Bénard, chez ICAD, comment est-ce qu'on écoute les clients? Quel est votre dispositif? Alors, on a bâti un dispositif d'écoute qui nous permet finalement de mettre en place des stratégies à court, moyen et long terme. Et donc, on a analysé l'ensemble du parcours client pour identifier le bon moment auquel on interroge nos clients. Et donc, on a de la même façon un dispositif d'enquête à froid. On interroge nos clients sur la qualité de l'expérience vécue, par exemple entre la signature du contrat de réservation et la signature de l'acte authentique. Et de la même façon, on a également des enquêtes à chaud sur les moments clés dans l'acquisition d'un logement, comme par exemple la personnalisation de leur futur lieu de vie. Et de la même façon, on a travaillé également à mettre en place un dispositif d'écoute plutôt orienté en temps réel. Et donc là, on écoute vraiment les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook, conjointement avec la direction de la communication d'ICAD Management. Et on a instauré un comité de pilotage pour pouvoir capitaliser sur ces retours clients et mener les différentes actions. Et de la même façon, on a également mis en place une plateforme de monitoring de nos avis collectés au travers de nos différentes enquêtes de satisfaction, mais également des avis spontanés qui sont issus notamment de Google ou d'autres plateformes, ce qui nous permet finalement d'agir en temps réel vis-à-vis des feedbacks clients. Merci beaucoup. Christelle Macaire, je me souviens du discours du président de Toyota, Akio Toyoda, qui disait que, même si aujourd'hui vous l'êtes, hein, un leader mondial, il disait que votre ambition n'était pas justement d'être un leader mondial des constructeurs automobiles, mais d'être le meilleur commerçant de la ville. Ouais. C'est bien ça votre stratégie, hein, et c'est celle qui guide finalement votre dispositif d'écoute. Alors, BRIT, clairement, c'est Best Retailer in Town. Je vais vous raconter du coup cette petite histoire de notre fondateur, du petit-fils de notre fondateur, Akio Toyoda. Donc, en fait, lui, il a une idée simple, c'est-à-dire que vous prenez 3 cabinets dentistes dans une ville, l'un à côté de l'autre. Il y a le premier, qui est du coup le meilleur dentiste du monde. Le deuxième, qui a une plaque avec marqué meilleur dentiste du pays. Et le troisième a également une plaque avec marqué meilleur dentiste de la ville. Bon, du coup, Thierry vous a donné la réponse, mais, mais du coup, c'est vraiment le meilleur dentiste de la ville pour lui qui est le plus important, puisque on a besoin d'avoir ce contexte de proximité, cette écoute. On doit prendre finalement soin du client individuellement. Et peu importe finalement si on est numéro 1, si l'important, c'est pas forcément la taille. Le but, c'est si on devient tous les meilleurs de leur ville, de notre ville, et bien forcément, naturellement, on deviendra les meilleurs du monde. Et donc, pour ça, de cette vision est née du coup la stratégie BRIT, Best Retailer in Town, pour former l'ensemble du réseau à cette vision. Et donc, cette vision BRIT a 2 piliers. Le pilier humain d'un côté et le pilier business, parce qu'on est quand même philanthrope, on n'est pas des philanthropes quand même. Et donc ça nous a permis de former l'ensemble du réseau pour devenir les meilleurs concessionnaires de leur ville. Comment ça se passe? Eh bien, finalement, on a formé l'ensemble de nos managers à un programme qui s'appelle Manager de demain pour revoir toute la gestion du management en concession. Le deuxième point, c'est la formation des collaborateurs avec une revue, une transformation de toute la partie front office, avec là aussi un programme LEAD. On aime beaucoup les programmes. Le programme LEAD qui est du coup l'expérience améliorée de distribution.
Donc tout ça nous permet du coup de pouvoir opérer cette transformation d'écoute du client sur le parcours physique et en même temps on a revu du coup notre parcours digital. Le parcours digital inclut du coup des communications qui sont personnalisées sur l'ensemble du parcours et on y a aussi intégré du coup tout l'écosystème Toyota ainsi que les enquêtes. Donc en fait on pousse des enquêtes sur l'ensemble du parcours, aussi bien de l'intérêt que de l'achat, que de l'usage et que du renouvellement, et ça nous permet d'être beaucoup plus fin et d'avoir un dialogue finalement beaucoup plus direct avec le client. Tout ça finalement, on nous crée de la donnée qu'on collecte et qu'on active, mais ça, on le reverra du coup plus tard dans une autre question. Absolument. Merci de rappeler qu'il n'y a pas de bonne stratégie d'écoute sans stratégie tout court et de bonne compréhension de la cible. Et ça, chez Toyota, c'est vraiment un des secrets de cette entreprise, hein, ce programme BRIT, et vient chapeauter et vient irriguer beaucoup de projets et sa manifestation, effectivement, dans ce programme d'écoute. Alors, Christelle, quand vous parlez avant de parler d'outils, vous parlez de management, je sens que Raphaël boit du petit lait parce que c'est exactement ce dont il va nous parler. Mais qui dit mesure dit partage pour l'action, hein, et les mesures que vous pilotez chez AXA Bank sont centrées sur la performance des conseillers. Alors quel usage vous en faites au quotidien ? Alors classique au quotidien, c'est les redescentes des enquêtes à chaud vers les managers, ce qui permet à la fois du coaching ou pourquoi pas, dans certains cas, le rappel en appel sortant du client, ce qui est en général profitable en termes de satisfaction. C'est du partage aussi, alors écrit à l'ensemble des membres du COMEX. On était aussi sur une configuration de points trimestriels, c'était le bon rythme où il y avait vraiment l'ensemble des directions qui partageaient l'ensemble des indicateurs verbatim, etc. Et c'était plutôt constructif d'avoir ces moments d'échange et de prise de recul. Et puis je pense aussi qu'il faut faire preuve de surprise et pour vous donner des exemples, il y a un an, j'avais fait des listening days où j'avais invité beaucoup tous les directeurs, mais aussi tous les des jours d'écoute, c'est ça ? Exactement, venaient sur les plateaux, faites des écoutes. Et puis, je l'ai fait récemment, j'en parlerai après, où j'ai dit, on va faire listening time, tous les managers, pendant la même heure, on fait tous des écoutes en même temps. Voilà d'ailleurs les critères à écouter. Et puis après, on se retrouve ensemble. Alors, vous faites une petite synthèse. J'ai tout mis dans SecureGPT, notre chat GPT sécurisé AXA. Et ça m'a permis d'avoir une synthèse. Et puis après, ça a permis de construire un échange pour quelque part réenchanter l'écoute managériale. Merci beaucoup. Oui, vous le comprenez, il n'y a pas de bon management sans rituel de management. Et quand on le couple avec l'écoute client, c'est encore mieux. Alors, diriez tout, Bénard, chez ICAD, comment est-ce que vous transmettez les résultats en interne ? Alors, je sais que vous me disiez que vous avez des restitutions à vos agences en mode hybride, hein, c'est comme ça que vous l'appelez, oui. et que vous appelez des roadshows. Que faites-vous de cette formidable matière qu'est la voix du client justement dans ces roadshows ? Alors, on restitue de façon trimestrielle donc nos indicateurs qualité et satisfaction client. Donc il y a une restitution qui est faite auprès de notre comité de direction avec systématiquement une redescente et une synthèse de l'information à chaque strate de l'organisation, donc auprès de nos grandes directions générales, donc ces 4 grandes directions régionales, et auprès de chaque agence d'ICAD promotion. Et donc ICAD promotion, c'est 22 agences. Donc chaque agence a la restitution de la voix du client, à la fois d'un point de vue national, d'un point de vue régional, d'un point de vue agence et jusqu'à la maille de son programme immobilier. Et donc chaque année, on a effectivement 2 temps forts de partage. Donc il y a un premier temps fort qui est une réunion avec chacune des agences d'ICAD Promotion. Donc on est sur un mode hybride parce que c'est une visio pendant laquelle on restitue l'ensemble de la voix du client, quel que soit le canal. Et dans les nouveautés cette année, on a interrogé notamment ChatGPT sur quel est finalement l'avis sur l'agence ICAD Promotion en question.
En complément, on a un deuxième temps fort où là, on est en présentiel, on échange directement avec les équipes opérationnelles, on leur fait une restitution sur l'ensemble du parcours client, sur l'ensemble de la satisfaction client et le niveau de recommandation de la marque. Et on travaille sur des plans d'action qualité, un plan d'action qualité qui est construit au niveau national, où on a défini 5 axes stratégiques dans lesquels chaque agence s'inscrit pour pouvoir avoir cette vision commune et pour que chaque collaborateur puisse, à son niveau, identifier quelle action il peut mettre en place au regard de ces différents axes stratégiques. Et donc chaque agence a son propre plan d'action qualité que l'on anime conjointement avec eux et on les challenge sur quelles actions ont fonctionné, quelles actions ont porté leurs fruits ou quelles actions n'ont pas été mises en place parce que parfois on peut se rendre compte qu'on trouve meilleure solution. Vous l'avez compris, donc il n'y a pas de réussite de programme d'écoute du client quand on envoie un PDF à tout le monde par mail et qu'on donne accès à une plateforme à laquelle personne ne se connecte. Donc il faut vraiment aller expliquer ce que pense le client, il faut en discuter, il faut en faire une matière première. Et ce n'est pas Christelle Macaire qui nous dira le contraire chez Toyota, parce que chez Toyota, vous êtes aussi très attentif à la diffusion efficace de la voix du client entre vos comités de pilotage, vos newsletters ciblés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette diffusion de la voix du client et puis surtout de la mise en œuvre des plans d'action ? Bien sûr. Donc tout ce qu'on collecte, donc tout ce que je disais auparavant, en fait, ça nous permet de prendre le pouls du client à chaque moment de son parcours client. Comme le dit si bien notre chef de projet voix du client, Angelica, notre mission au sein de Toyota, c'est de pouvoir permettre du coup à l'ensemble des collaborateurs en interne, mais aussi au réseau, de prendre des décisions éclairées. Et ça permet du coup de constater, de s'améliorer et d'innover constamment. Et tout ça dans le but du coup de faire vivre forcément la meilleure expérience aux clients en concession, mais aussi dans nos programmes internes. On a 3 moyens de communication aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes aussi à mettre en place. Le premier axe du coup de communication, c'est un copil que l'on fait en interne, où l'on rassemble du coup toutes nos directions, donc aussi bien marketing, vente, financement, assurance, enfin bref, tout le monde. On se met tous autour d'une table et on partage, on scanne l'ensemble du parcours client en donnant tous les indicateurs de NPS, de sentiment de score, les verbatims, plus notre analyse qu'on effectue. Comme ça, chacun peut repartir finalement avec ces informations qui sont liées à leur activité. Et ça permet finalement de revoir leur stratégie de pourquoi pas faire des axes d'amélioration. Et tout ça dans le but de s'adapter finalement au jour le jour aux besoins du client. On a également, lorsqu'on a des irritants dans ces copiles, on accompagne du coup certaines équipes plus spécifiquement sur des axes prioritaires. J'avais comme exemple, par exemple, une friction sur la livraison des véhicules d'occasion. On a mis toute notre énergie sur la voie du client pour pouvoir corriger ça et donc on a mis en place une structure en concession une vraie aire de livraison finalement pour permettre d'avoir quelque chose une vraie cérémonie et donc le client, on a pu voir un NPS augmenter sur ce point-là. Le deuxième point, finalement, c'est quelque chose d'assez basique, mais qu'il faut faire. C'est mensuellement donner toute la voix du client à notre PDG, également à nos directeurs, pour qu'ils puissent être le relais en interne de cette voix du client. Et le troisième point, et je pense le plus important, c'est celui du réseau, puisqu'en fait, aujourd'hui, trimestriellement, on envoie une e-letter avec notre partenaire AirDeal qui regroupe l'ensemble de la voix du client, donc de tous les indicateurs que je vous disais auparavant, sur la concession.
Donc en fait, ils ont vraiment cette vue globale, physique de la concession, mais également de Google My Business, de toute la vue digitale, avec le top et les flops, pour pouvoir justement mettre en place des Kaizen, le mot qu'on entend beaucoup en ce moment, mais qui est un principe même chez Toyota, puisque c'est l'amélioration continue. Et ces Kaizen sont suivis par nos chefs de région performance qualité, qui les suivent et qui s'assurent que tout est bien mis en place au niveau des critères. Et donc, tout ça, il faut retenir que le but de tout ça, c'est de faire vivre du coup la voix du client auprès de notre interne, de notre externe. Merci beaucoup pour ces précisions. Si vous permettez, je vais afficher à l'écran une question qui est posée pour Christelle de Toyota. Donc c'est vraiment une question qui va s'afficher face à l'écran ici et vous le voyez de part et d'autre de la scène. Les chiffres qui sont donnés sur... non, oui, c'est celle-ci, pardon. Pour Christelle, comment avez-vous fait accepter dans un réseau d'indépendants une mesure de la voix du client, alors qui paraît parfois intrusive, je comprends moins, mais en tout cas, le fait de faire accepter la mesure dans un réseau d'indépendants? C'est un vrai bon point, parce que c'est pour ça que j'insistais sur le 100% indépendant au début. En fait, quand on devient concessionnaire, ça va faire un petit peu théorique, hein, mais dans la pratique, quand on vit Toyota, c'est totalement logique. En fait, quand on adhère, quand on est finalement dans le réseau Toyota, il faut aussi qu'on comprenne, et c'est toute l'importance des formations BRIT, le sens même de Toyota et l'ADN de la marque. Et ça, on ne peut pas adhérer et vendre des véhicules Toyota sans comprendre finalement la genèse de Toyota. On n'a pas trop de discussions justement sur ces mesures de la voix du client auprès de notre réseau d'indépendants. Limite, on n'a jamais de questions, puisque c'est vraiment des indicateurs qui sont suivis au même titre que la performance commerciale. D'où les chefs de région performance commerciale et également des chefs de région performance qualité. En fait, c'est dans notre ADN. Donc tout simplement, on suit cette voix du client dans sa mise en place. C'est vrai, c'est vraiment dans la culture par rapport à d'autres constructeurs automobiles. Et c'est vrai que l'écoute du client est profondément ancrée. Et le programme BRIT s'applique à tout le monde, quel que soit son niveau de relation, même contractuel avec la marque. Hein, c'est bien ça. Alors, parlons maintenant d'un sujet. Alors, c'est pas un poisson d'avril, mais je crois que sur ce salon, il n'y a pas un seul stand où on n'indique pas intelligence artificielle. Vous l'avez peut-être noté. En même temps, c'est normal. Alors, évidemment, l'usage de l'IA dans l'écoute du client. Raphaël Krivine, quel usage vous avez de l'IA justement pour la mesure client? On peut aborder avec vous, vous avez parlé tout à l'heure des speech analytics, hein, l'analyse des échanges et les conséquences sur le management d'un centre de contact. Alors, je pense qu'il y a 8 ou 10 ans, on commençait à parler d'IA sur le salon. Moi, j'avais fait un POC à cette époque et franchement, on avait mis 6 mois à voir que le motif principal d'appel de nos clients, c'était les moyens de paiement ou la carte bancaire, ce qu'on savait déjà. C'était vraiment compliqué. Et là, maintenant, on y est. Les techniques sont au point et il y a un beau panel de solutions qui existent sur le marché, soit inclus dans les offres globales, dans les suites qu'on peut trouver, ou alors avec des pure players. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, chez AXA, on y croit. Alors après, on tâtonne, il faut y aller en apprenant, en faisant du test and learn, mais que ce soit pour mesurer les émotions, repérer des appels qui méritent d'être écoutés, que ce soit pour catégoriser les appels. Demain, pourquoi pas, parce qu'une fois qu'on a le texte, on peut faire un résumé, donc ça va permettre aussi de faire gagner du temps aux conseillers et d'avoir le résumé d'appel. Donc nous, on lance un POC et AXA France fait déjà des choses. Donc pour moi, on y est. Hein, voilà, on a passé la courbe du hype. Là, on est sur des sujets... L'écoute à 100%, oui. Oui, alors après, la question sur le management, elle est intéressante parce que si on regarde
les écoutes dans les contact centers, hein. Au départ, finalement, c'était du bon sens. Comme, je ne sais pas moi, un manager de visiteurs médicaux, il va les accompagner sur le terrain et puis il va les noter. Moi, je vois à mon sport, quand il y a un jeune coach sportif, il y a un coach plus expérimenté qui assiste à toute la séance et il met des notes sur t'as pas dit bonjour, etc. Ou tu t'es mal comporté, ou au contraire, super. Donc, c'était quelque chose d'actif. Et puis après, sur les contact centers, si vous voulez, on est passé, donc le manager au milieu de son équipe, souvent sur des marguerites en présentiel, il écoutait, il disait mais tiens, c'est en train, mon conseiller qui est à 1 mètre de moi, il s'en sort pas, le ton monte, je reprends l'appel, etc. Après on est passé à une phase, je caricature pour aller, je synthétise pour aller vite, où on s'est dit mais finalement on a les enregistrements des écoutes, donc on va pouvoir appliquer des grilles, et en plus c'était la grande époque des scripts, et on va pouvoir mesurer si le script est respecté, et puis c'est venu en plus alimenter les variables des commerciaux, et ce qui fait qu'on se retrouvait, par exemple, imaginons qu'on soit sur des bonus semestriels, sur mince, on est le 25 juin, j'ai pas encore fait mes écoutes, bon j'en ai, j'ai 10 conseillers, fois 7 écoutes à faire, j'en ai 70 à faire, et ça devenait presque une écoute un peu contrainte, bureaucratique, administrative, où le manager écoutait plutôt d'ailleurs ce que disait son conseiller pour mettre la note plutôt que d'écouter ce que disait le client. Donc là, on se retrouve, on y est encore, donc on en est là, c'est sur des bases effectivement d'échantillons, ça ne fait pas forcément beaucoup d'écoute, même si après ça a été rationalisé, que ça peut être sous-traité pour avoir plus d'objectivité, etc. Puis aujourd'hui, il y a le speech analytics qui arrive, qui peut aller chercher ce genre de choses. Alors en disant, ah oui, donc il n'y aura plus de boulot pour les managers. Non, mon sentiment, c'est qu'on va revenir à de l'écoute vraiment active. Et on est en plus dans un contexte de télétravail. À la banque, chez AXA, on pratique le télétravail. Donc les conseillers sont 2-3 jours chez eux, les managers aussi. Et on pourrait se dire, bon, alors là, du coup, on n'entend pas le conseiller qui est sur un appel avec qui monte dans les tours, avec des objections difficiles à traiter. Mais il faut s'approprier aussi les outils. Par exemple, Teams, c'est pas compliqué. Le conseiller peut partager, il est en prise d'appel, il peut partager ce qu'il fait, les écrans, etc. Et le manager peut être d'ailleurs chez lui avec le conseiller chez lui, ou le manager au bureau et le conseiller chez lui. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Et contribuer à, et en fait faire une écoute active où j'écoute le client et aussi j'aide le conseiller en temps réel. Donc je pense qu'on rentre dans une nouvelle phase où on va être à la fois sur la tech et sur une pratique de l'écoute plus sympathique et plus enrichissante pour tout le monde. On reviendra juste après sur l'évolution justement du rôle de manager, mais avant ça, restons sur l'usage de l'IA. Et Dirietou Bénard chez ICAD, c'est avec votre prestataire que vous utilisez l'IA, notamment sur les avis qui sont collectés sur une plateforme, et vous analysez les sentiments, c'est ça ? Tout à fait. Alors, on a identifié différents cas d'usage, mais on a démarré par notre plateforme de gestion des avis sollicités et des avis spontanés. Donc, on a un partenariat de longue date avec cette plateforme. Et donc, ils nous ont mis... Vous pouvez citer, tout à l'heure on a cité Airdeal, on peut citer ce prestataire. Tout à fait, donc on a un partenariat avec Custplace et donc on a testé le module Inbox IA qui nous permet finalement de générer des réponses automatiques grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est une proposition de réponse, bien évidemment il y a toujours le collaborateur pour pouvoir lire la réponse qui est générée et dans certains cas ajuster la réponse qui est proposée. Néanmoins, l'intelligence artificielle permet finalement d'analyser le sentiment de la vie client. Est-ce qu'on est sur un sentiment positif? Est-ce qu'on est sur un sentiment neutre ou un sentiment négatif? Et d'adapter finalement le ton de la réponse qui est apportée. Et de la même façon, ça nous permet de pouvoir catégoriser nos différents avis clients, donc en identifiant les moments d'enchantement, les irritants, et en proposant également des recommandations pour améliorer la relation client et l'expérience client. Merci. Christelle Macaire, chez Toyota, vous m'aviez dit en préparation de cette table ronde que vous allez tester l'IA avec Salesforce, notamment pour la partie plutôt efficacité. Alors, quels sont vos usages actuels et futurs de l'IA au bénéfice de l'écoute client et qu'est-ce que vous attendez comme bénéfice? Alors déjà, je tiens à dire que
l'ensemble des données collectées sont structurées dans notre CRM Salesforce, qui nous permet d'avoir une vue 360 du client et de partager avec le réseau, mais aussi les agents, une fiche client unique qui regroupe du coup l'ensemble des informations sur le client, le véhicule, les sociétés sœurs, la prévente, toutes les interactions avec la marque, les requêtes, et tout ça nous permet de pouvoir mettre en place du coup cette IA qui est en cours. Je pensais avoir des bonnes nouvelles cette semaine, mais ça va être un petit peu retardé. Donc c'est une IA Agentforce de Salesforce qui va nous permettre d'avoir 3 use cases. Je tiens quand même à préciser que c'est un pilote. Le but, c'est de pouvoir tester pour voir ce que ça donne. Et potentiellement, on ira plus loin sur cette partie relation client. Et autre point très important, on a fait un parti pris d'avoir toujours l'humain finalement comme personne qui converse avec le client et qui valide l'ensemble des interactions qui peut être produites par l'IA. Donc les 3 cas d'usage, le premier cas d'usage, c'est les résumés des conversations, qui va nous permettre d'avoir un gain de productivité net auprès des agents et des supérieurs. Le deuxième cas d'usage, c'est l'enrichissement de notre base knowledge. Donc la base knowledge, c'est une bibliothèque qui est à disposition des agents. Et l'IA va venir chercher finalement les discussions les plus récurrentes sur des requêtes clôturées et va documenter, formaliser l'ensemble des informations pour là aussi avoir un gain de temps pour les agents au lieu finalement, alors c'est pas une perte de temps, mais en gros pour leur éviter de faire cette documentation. Et le troisième point, c'est le module de recherche de réponse. On a souvent des questions récurrentes qui arrivent du coup auprès de nos agents. Le but, c'est de pouvoir leur préparer une réponse et qu'ils puissent l'agrémenter si besoin et l'envoyer par la suite du coup au concessionnaire, mais sur des petites tâches, sur vraiment des questions les plus récurrentes sur l'usage du véhicule, etc. Donc on a 6 mois de test. Et on va voir du coup comment ça se passe. Je reviendrai pour vous en parler. Merci. Et sur la partie voix du client, on a de fortes attentes sur l'IA. Aujourd'hui, on n'a pas d'IA. On travaille avec AirDeal, un peu sur le même principe. C'est-à-dire qu'on collecte beaucoup d'informations, on a beaucoup de data. Nous, l'IA, clairement, ça nous permettrait du coup de faire des réunifications de données, de préanalyser du contenu, une masse de contenu, et de pouvoir ensuite de nous sortir des insights pour là aussi avoir un gain de temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup des fichiers Excel et donc on a une forte attente et une appétence future sur cette IA, en tout cas sur cette partie étude des verbatims. Et pour finir, l'IA, en tout cas sur cette partie voix du client, nous permettrait aussi de détecter des signaux faibles. Aujourd'hui, je le disais, du coup, il y a énormément de data qui proviennent aussi bien de notre données collectées dans notre outil CRM, mais également sur toute la partie digitale web, avec toute la donnée des réseaux sociaux. Cette donnée-là est en masse et on aurait du coup besoin de l'étudier parce que dans un verbatim, parfois il y a des irritants, des choses qui ne sont pas la cause du problème, mais qu'il faut détecter pour pouvoir anticiper certaines problématiques. Donc Thierry, je te laisse. Merci pour ce panorama complet. Raphaël, on va revenir sur une de vos marottes et on a compris que c'est le sujet qui vous passionne et qui préoccupe beaucoup de professionnels. C'est quand on se disait il y a 10 ans, quand on parlait du manager d'un centre de contact et le rôle de ce manager aujourd'hui, alors vous avez un peu levé le voile sur ce sujet-là, mais comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette fonction ?
je crois que j'ai dépassé mon temps de parole sur la question précédente, donc c'est comme les politiques, je vais être plus rapide cette fois-ci. Non, mais en fait, voilà, c'est revenir quelque part à l'essence du management, un côté plus intrapreneur, si je puis dire, mais pas du pilotage un peu scientifique, subi, chiffré. Pas la conformité, c'est ça, en tout mais cas, plutôt le coaching. Exactement, une dimension plus coaching, et où j'écoute à la fois le conseiller et le client pour être aussi favoriser la résolution d'irritants et puis faire grandir les clients. Enfin, j'aurais envie de dire, si on fait une comparaison, une fois de plus, c'est vrai que le sport, le football, aujourd'hui, un coach au football, il peut avoir énormément de statistiques. Les joueurs peuvent, je crois que ça se vend chez une grande surface de distribution de sport, on peut acheter des capteurs qui permettent de se noter soi-même. Mais je veux dire, tout ça, ça vient alimenter le coach, le sportif, mais rien ne vaut aussi le coaching proche des joueurs pour parler, échanger, discuter, favoriser la dynamique d'équipe et améliorer et faire des améliorations individuelles. Donc je pense que tout ça, ça vient au service des managers. Oui, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. L'écoute client, c'est d'abord aussi une animation de proximité, une animation managériale. Diriez-vous, Bénard, chez ICAD, vous avez dressé le panorama de votre dispositif. Il y a un point sur lequel vous vouliez insister, c'est ce que vous nommez enrôler les collaborateurs et leur faire prendre conscience justement de l'importance de l'écoute client, de prendre en compte la voix du client. Tout à fait. Donc, enrôler les collaborateurs, on y met vraiment un point d'honneur. On a mis ce point d'honneur dès le lancement de la démarche qualité et expérience client au sein d'ICAD Promotion. Et d'ailleurs, on a nommé ce plan Impact. Et dans Impact, on a acte, on a agir. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite véhiculer auprès des collaborateurs. Et donc, le fait de les accompagner justement dans comment je capitalise sur la voix du client, comment je me rends compte de son importance dans mon quotidien et dans ma prise de fonction est indispensable, puisqu'on est vraiment dans une démarche de co-construction avec nos équipes opérationnelles. Et donc l'objectif, c'est vraiment que chaque collaborateur à son niveau puisse se dire: moi, en tant que responsable de programme, voilà comment je peux agir pour améliorer l'expérience client. Donc, est-ce que ça va être via le suivi chantier? Donc là, on est sur la qualité de l'exécution, la qualité du produit. Moi, en tant que responsable relation client, quelle est également mon action? Et donc, on travaille vraiment avec ce prisme pour que le collaborateur puisse s'approprier la voix du client et savoir comment, à son niveau, il peut agir vis-à-vis de nos clients. Merci. Et je comprends d'ailleurs, et c'est peut-être une des leçons que je tire de vos interventions, c'est que la voix du client, cette matière première extraordinaire qui est à disposition de toutes et de tous, c'est vraiment le premier matériau, la matière première la plus importante pour justement une démarche de culture client dans une entreprise. Quand on se dit comment développer la culture client au sein de mon entreprise, il suffit déjà je dirais, développer l'écoute du client et de favoriser la transmission de la voix du client. Exactement. Et dans les discussions qu'on a avec les équipes opérationnelles, on aime finalement faire cette restitution de la voix du client et on leur pose systématiquement la question de comment eux ont vécu finalement ce programme immobilier dans la conduite du chantier, la conduite de l'opération. Et souvent, on se rend compte que tout s'explique. Ils savent expliquer quels ont été les faits générateurs d'un sentiment positif ou les faits générateurs d'un sentiment négatif. Et du coup, on a une meilleure appropriation de la voix du client et on capitalise vraiment sur ce retour pour mettre le poids du corps sur les sujets. On augmentera la satisfaction de nos clients et on améliorera leur expérience également. Merci beaucoup. Dans ma tendance, le client sera silencieux, publié il y a quelques mois, j'avais identifié un risque majeur que j'avais appelé l'effet trou noir. C'est-à-dire, si les clients répondent de moins en moins, eh bien, on a de moins en moins de matière à analyser. Et pour le peu de matière qu'on a analysé, on va confier l'analyse à une intelligence artificielle et on oubliera de faire des plans d'action. Et à la fin, on se dira, bon, à quoi bon écouter les clients? Alors,
vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène qui est parfois majoritairement la baisse des taux de retour des enquêtes de satisfaction et lié à ce que les Américains appellent la survey fatigue, hein, l'espèce de fatigue de la réponse, de la lassitude plutôt de la réponse et des enquêtes. Comment est-ce que vous y faites face chez Toyota ? Ouais, par rapport au début, la question qui était posée, c'est vrai que nous, on a observé un mutisme des clients sur le taux de retour, ce qui est totalement logique, hein. Le client est sursollicité. On utilise tous, je pense, dans la salle l'email pour communiquer des enquêtes ou alors communiquer des informations aux clients. Du coup, le contenu est parfois très long. Répétitif, pas adapté. Et ça, c'est des choses qu'on a observées, qu'on a du coup corrigées en mettant en place du coup toutes ces mesures passives pour capturer l'expérience client sans solliciter directement celui-ci. C'est-à-dire que, comme je disais, dans notre CRM 360, vu qu'on a complètement modifié nos parcours clients, donc on a toutes nos interactions de communication, on sait exactement sur qu'est-ce qui les intéresse sur tel contenu, etc. On a également toute la partie requête client. Bah là aussi, on sait du coup quelles sont les problématiques sur nos véhicules ou alors les besoins en information. Là aussi, on va leur donner du coup ces informations qui leur manquent. Et on a également toutes ces enquêtes qui sont courtes et qui ont été intégrées directement dans le parcours client automatisé. Donc, ce qui permet d'entamer en fait une discussion directe avec le client, c'est-à-dire qu'on lui pose une question sur ce qu'il vit en ce moment. C'est tout. On n'est plus sur des enquêtes qui sont très longues, à volet, et on leur demande t'as 6 minutes pour répondre, et voilà. Donc, ça nous a permis de maximiser notamment tout ce taux de retour. On est passé de 10% à 20%. Donc c'est quand même assez significatif. Et toute cette mise en place a été faite aussi avec notre réseau, puisqu'on s'est aperçu, sans surprise, qu'on poussait des communications aussi bien au niveau national, donc nous, Toyota France, mais également nos captives, Toyota Financement, Toyota Assurance, etc. Et le réseau, on pousse des communications qui sont similaires. Donc là, on est en train de mettre en place un scoring de pression de communication, de sursollicitation, pour pouvoir jauger. Est-ce que le client est sursollicité? Et donc, dans ce cas-là, on passe notre tour. Et le dernier point, et pas des moindres, puisque je vais parler d'un mot barbare, le Genchi Genbutsu, qui est un mot encore japonais. J'adore. Mais qui du coup explique toute la philosophie au Japon, qui s'applique souvent dans les usines de production, qui est de se rendre sur place. C'est-à-dire qu'il faut se rendre physiquement dans les concessions pour aller voir où sont les problématiques. Dirietou, elle fait du Genji Genbutsu. Exactement. Je vais pouvoir reprendre le terme en interne. Parfait. Avec plaisir. C'est pas le nôtre. Hein. Et Raphaël le fait aussi dans ses centres de contact. Allez voir ce qui se passe. Je pense que beaucoup de monde le fait, mais c'est sûr que nous, on l'applique tel un principe, une philosophie. Donc on se rend en concession, on discute avec le client, on pose des questions également indirectement du coup sans le solliciter par une enquête, et il y a un autre axe aussi, c'est les événements clients. Donc on parlait tout à l'heure, mais les événements clients sont une mine d'or aussi sur des rencontres clients où on peut les questionner indirectement, parfois même, on n'a même pas besoin de les questionner. En fait, ils parlent tout naturellement de leurs problématiques, mais aussi des opportunités. Et donc, tout ça, il faut être à l'écoute et pouvoir utiliser toutes ces sources passives sans solliciter directement le client. J'ai envie de vous dire domo arigato gozaimasu, Christelle Macaire. Merci beaucoup. Et pour plusieurs raisons, parce que quand vous parlez effectivement vous répondez simplement à la question comment faire face à la survey fatigue, vous illustrez un phénomène qui est très intéressant. C'est dès lors qu'on se pose la question des sollicitations qu'on fait auprès des clients et de leur efficacité,
eh bien on se dit elles peuvent être trop longues, elles peuvent être inappropriées. Et dès qu'on s'intéresse effectivement à ces dispositifs, eh bien on s'intéresse à la vie du client, c'est-à-dire à ces événements, et pas à la conformité du parcours, mais bien au ressenti de l'expérience. Donc c'est un sujet très intéressant. Et il y a aussi un autre domo arigato gozaimasu que je voulais vous dire, Christelle Macaire, parce qu'il y a quelques années, ici même sur cette scène, on parlait d'un autre phénomène avant de parler du survey fatigue. Les Américains ont toujours des belles formules, comme les Japonais d'ailleurs. Il y a le survey begging. Le survey begging, vous savez, c'est la mendicité de la note. Mettez-moi 9 s'il vous plaît. Ou alors 10 c'est une bonne note, 9 c'est une mauvaise note, le reste ça compte pas. Vous l'avez déjà entendu. Tous les constructeurs automobiles, à l'exception de 2 constructeurs automobiles, il y en a un qui est un Allemand de 3 lettres, qui commence par B et qui finit par W, et il y a Toyota qui a décidé de débrancher en quelque sorte la note de la rémunération des vendeurs, ce qui permet d'avoir la réalité de la voix du client. Donc c'était aussi une autre bonne pratique de Toyota. Si je peux juste, en fait, on a préféré mettre l'accent sur ces fameux Kaizen, sur l'amélioration continue. Et effectivement, tout ce qui est prime qualité, on les a mises au placard pour se concentrer finalement sur la voix du client. Merci beaucoup. En conclusion, il nous reste 6 minutes. Il y a pas mal de questions qui ont été posées et merci, et je pense qu'on y a à peu près répondu. Une question pour Raphaël, on peut aborder en conclusion peut-être la vision du futur, le bon équilibre justement entre les robots et les humains et surtout l'impact sur la mesure. Quelle est votre opinion et quels sont vos projets dans le domaine? Non, mais 3 tendances, il y en a une. Christelle disait, parler des mails envoyés par les clients. Mais si vous allez aujourd'hui sur le site de La Poste pour envoyer recommandé à quelques réceptions en pur digital, il y a un bouton qui permet en fait, donc il y a la page qui s'ouvre avec un traitement de texte pour écrire son texte. Et il y a un bouton IA pour améliorer la réponse. Donc nous, on s'équipe tous d'IA, mais nos clients, qui sont nous-mêmes d'ailleurs aussi, sont aussi augmentés par l'IA. Eux aussi peuvent utiliser des agents IA. Donc demain, quand on fera des écoutes, on ne saura plus si c'est le client qui a parlé ou, je veux dire, il y a encore quelques années, on savait que le client était peut-être aidé par un avocat, vu la tournure. Mais demain, 100% des clients peuvent écrire un courrier très juridique. Et donc ça va vraiment être un sujet. Donc c'est-à-dire que tout le monde s'arme. Et là, je ne sais pas la réponse, comment on fera. Peut-être qu'on y aura un détecteur pour savoir que le client a utilisé l'IA. Donc première chose, ce contexte-là, ça bouge, le client va se muscler énormément. Deuxième chose, je pense, c'est la convergence aussi de ces outils, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le client, tu parlais un peu de fatigue. Donc aujourd'hui, on peut avoir un outil qui fait du speech analytics qui permet d'analyser la conversation qui a duré 7 minutes et d'en tirer un certain nombre de conclusions, l'émotion du client, est-ce qu'il est content, pas content. Et derrière, on va le réinterroger une fois de plus avec du speech analytics pour qu'il donne son avis. Convergence, je pense qu'on ne fera pas tout ça. Donc, convergence des organisations avec des directeurs expérience client qui finalement interviennent sur l'ensemble du parcours, le digital et jusqu'à la relation contact center, et convergence aussi des outils, simplification. Voilà, là il y a énormément de stands. Je pense que peut-être dans 5-10 ans, il y aura moins, il y aura des regroupements parce qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir X système. Et puis l'écoute active, j'en ai déjà parlé. Donc, Christelle m'a coupé l'herbe sous le pied, mais j'aurais envie de citer, c'est plus à la mode aujourd'hui. Quand vous lisez les bouquins parus il y a quelques mois sur le Teslisme, les méthodes d'Elon Musk, le mec, il pense data à longueur de journée, mais finalement, il va effectivement s'asseoir à côté des ouvriers, des techniciens pour voir les problèmes, etc., écouter. Donc en fait, ça va permettre aussi, je pense, ça va dégager ça. Un grand directeur, un directeur général qui se contenterait de dire « je reçois le lundi matin la synthèse avec 5 verbatim plus, 5 verbatim moins ». Oui, il a une vision de sa boîte, mais ça ne remplace pas le terrain et le contact chez nous avec les agents généraux, par exemple, et avec les clients. En plus d'avoir une vision du monde très contestable. Mais je referme la parenthèse. Merci pour ça. Diriez-vous, Bénard, sur quoi vous travaillez pour enrichir encore votre dispositif de mesure client ? Alors aujourd'hui, on a lancé toute une réflexion notamment autour de la segmentation client, donc comment mieux connaître nos clients pour pouvoir identifier le moment le plus opportun auquel on collecte sa voix de façon active, mais également comment on intègre l'intelligence artificielle dans la mesure de la voix du client. On a un deuxième chantier qui est vraiment d'identifier une solution qui nous permette d'agréger l'ensemble de nos canaux en intégrant tout ce qui arrive également via la réclamation client
pour pouvoir faire de l'analytique, catégoriser les différents sujets et identifier des actions correctives. Et donc, on travaille conjointement avec notre DSI et notre DPO, puisque qui dit intelligence artificielle dit également tout ce qui est mesures en termes de cybersécurité, en termes de protection des données. Et donc, on a instauré des échanges avec notre DSI pour pouvoir identifier ces nouveaux cas d'usage, comment on va pouvoir aussi nous adapter aux nouveaux usages de nos clients, que ce soit via WhatsApp ou via les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Christelle, quelle est votre vision du bon équilibre entre l'humain et le digital dans le futur et quel impact vous voyez dans la mesure de la voix du client? Je pense justement que c'est la combinaison de l'écoute physique en concession, mais également de l'écoute digitale qui va permettre justement d'avoir une relation client qui soit au plus juste. L'importance finalement du lien physique avec la concession, il ne faut pas oublier qu'en fait c'est la première voix du client, et c'est celle qui est donnée au conseiller personnel. Et donc il faut qu'on puisse former ce personnel en concession avec Brit pour pouvoir être toujours dans la mouvance, dans la tendance, pouvoir répondre aussi aux besoins du consommateur client qui évolue. Parce qu'aujourd'hui, les attentes ne sont pas du tout les mêmes que lorsqu'on a mis en place Brit en 2019. Donc ça, c'est un point important. Toujours se réinventer et centraliser encore et toujours, centraliser et simplifier toutes les communications pour qu'on soit au plus juste. Le plus gros défi, en fait, ça sera la collecte de la donnée. On en a parlé, hein. Mais ça va nous permettre du coup d'analyser facilement et de pouvoir mettre en place des contenus qui sont forcément plus justes pour le client. Le dernier point, on en parle et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est aussi aux équipes voix du client de toujours rester ouverts sur les tendances, de participer à ce genre de conférences, d'avoir des échanges avec les autres entreprises pour pouvoir justement nous alimenter et se réinventer et pas rester totalement centré sur notre activité, ce qu'on peut mettre en place. Donc merci Thierry, je pense qu'on s'est tous nourris aujourd'hui et on va tous en sortir grandis. Ça sert à ça, c'est une formidable conclusion. Alors, dans quelques années, j'imagine que tout ce qui se dira ici sur une estrade sera entièrement enregistré puis analysé par une intelligence artificielle en direct. Peut-être que certains d'entre vous ont tout enregistré, ont déjà tout fait analyser par une IA. On aura même une synthèse qui s'affichera sur l'écran ou dans vos oreillettes dans la langue de votre choix. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Alors, pour essayer de faire la nique à ChatGPT, j'ai fait une synthèse en 5 points de tout ce qu'on vient d'entendre. D'abord, évidemment, le Genji Genbutsu, aller sur le terrain, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire tous les jours et s'évertuer effectivement à faire de l'écoute client une formidable action pour améliorer l'expérience des clients. Et retenez cet acronyme du BRIT, Best Retailer in Town, de se dire allez traiter localement les irritants du client. On pourrait reprendre aussi les mots de Dirietou qui parlait d'enrôler les collaborateurs au bénéfice de la culture client, prendre son bâton de pèlerin, faire des roadshows, aller expliquer, détailler, et échanger à propos de toutes les sources d'amélioration concrètes de l'expérience client. Le troisième point, c'est, comme vous l'a dit aussi Raphaël, c'est repenser le management, parce que fatalement, l'usage de nouveaux outils d'écoute client oblige à passer d'une logique de validation de la conformité d'un script, je caricature, à coaching d'une conversation enrichie avec des collaborateurs qui sont eux-mêmes augmentés face à des clients augmentés. Et puis le quatrième point, vous en avez tous parlé sur l'usage de l'intelligence artificielle, trouver la bonne combinaison, le bon équilibre entre l'humain et le digital, être aussi très attentif à la qualité des données. Et enfin, dernier point, puisque tout ça, ça nous a amené, ces discussions nous amènent, dès lors qu'on parle d'écoute client, d'amélioration des dispositifs, on s'intéresse à l'expérience. Parce que entre, vous savez, l'expérience produite et l'expérience perçue, il y a un monde. On aime tous se réfugier dans l'expérience produite, les process, les règles, la conformité. On pense que quand on respecte ça,
on fait un client satisfait, mais à vrai dire non. La perception du client, c'est votre réalité. Comme le dit si bien une autrice américaine, j'aime beaucoup cette citation, la perception du client est votre réalité. Donc nous vivons dans la perception du client. C'est le moment de remercier nos invités sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup Raphaël, Christelle, Dirietou. Je vous souhaite une bonne fin de première journée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite du programme de All for Customer Paris.